remercie les organisateurs de cette journée de m'avoir invité à vous parler plutôt des aspects de dimorphisme sexuel et finalement si ce dimorphisme sexuel pourrait avoir un impact sur la programmation fœtale de ces voies de signalisation et j'espère vous en convaincre. Alors, on l'a vu aujourd'hui, il y a un certain nombre de processus physiologiques qui présentent un dimorphisme sexuel de manière physiologique. Et la pression artérielle en est un, puisque chez l'humain, il existe un différentiel d'environ 15 à 20 mm de mercure entre la pression artérielle systolique entre l'homme et la femme, et ce, tout au long du nyctémère. Ce qui est intéressant, c'est que c'est conservé chez la souris, puisque au cours du nyctémère, vous avez une pression artérielle moyenne qui est supérieure chez les mâles comparativement aux femelles. Et de façon fort intéressante, en fait, c'est conservé chez tous les mammifères, où quelle que soit l'espèce, on a toujours une pression artérielle chez les femelles qui est plus basse que celle des hommes. Donc c'est une régulation qui est sexe-spécifique et un processus biologique qui est extrêmement bien conservé chez les mammifères. Alors, ce qui est également intéressant, c'est que la pression artérielle augmente avec l'âge, donc de manière parallèle chez les hommes et chez les femmes, donc dans l'espèce humaine, et que la prévalence de l'hypertension artérielle, alors qu'elle est moins fréquente chez les femmes avant l'âge de la ménopause, devient plus fréquente chez les femmes, comparativement aux hommes, après l'âge de la ménopause, laissant suggérer potentiellement un effet protecteur des oestrogènes sur ces mécanismes. Mais finalement, pas seulement, puisque c'est également conservé chez la souris, où vous avez une augmentation progressive de la pression artérielle avec l'âge, aussi bien chez les mâles que chez les femelles, et un différentiel entre la pression artérielle mâle et femelle qui s'amenuise avec le temps, pour disparaître quasiment avec l'âge, alors qu'il n'existe pas de ménopause chez la souris. Donc finalement, des mécanismes qui feraient peut-être intervenir autre chose que les hormones sexuelles. Donc une prévalence de l'hypertension artérielle qui augmente avec l'âge et effectivement la ménopause, qui est un phénomène qui est très bien conservé chez les mammifères, que finalement la souris, ça pourrait être un bon modèle d'étude pour étudier les différents mécanismes qui sont impliqués. Est-ce que c'est les oestrogènes, est-ce que c'est d'autres mécanismes, et surtout est-ce que ça implique des modifications dans le système rénine-angiotensin-aldostérone, qui est le principal régulateur de la pression artérielle chez les mammifères. Donc nous, on s'est bien sûr intéressé à ce système-là. Donc l'aldostérone, hormone stéroïdienne synthétisée par la zone glomérulée de la cortico-surrénale, principalement sous l'influence de l'arénine via l'angiotensine 1 et l'angiotensine 2, qui agissent sur deux récepteurs qui sont présents en fait dans plein de tissus différents, également au niveau vasculaire, les récepteurs AT1R et AT2R qui ont des effets opposés. La sécrétion et la biosynthèse d'aldostérone dépend également de variations de la kaliémie et à un moins de degré de la CTH. Et cette hormone, une fois qu'elle est sécrétée, elle va aller agir sur ces tissus cibles, principalement en se liant à un récepteur, le récepteur minéralocorticoïde, qui est comme le récepteur aux oestrogènes, un récepteur de la superfamille des récepteurs stéroïdiens, un facteur nucléaire, un facteur de transcription, pardon, qui va induire la synthèse de gènes cibles. Et donc au niveau du rein, où son action est la plus caractérisée, elle va permettre la synthèse de gènes cibles impliqués dans la réabsorption du sodium, l'excrétion du potassium et le maintien de la volémie. Et donc une hyperactivation de ce système entraîne une rétention hydrosodée accrue et une hypertension artérielle. Alors en termes de dimorphisme sexuel, ce qui était bien connu jusqu'à présent et caractérisé aussi bien chez l'humain que chez la souris, c'était des modifications dans finalement les acteurs en amont de la surrénale, avec chez l'homme une augmentation de la biosynthèse de l'angiotensinogène, de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, de l'arénine, et une activation préférentielle des récepteurs AT1R comparativement aux récepteurs AT2R, contribuant en fait à une vasoconstriction et une augmentation de la pression artérielle. À l'inverse, chez les femmes et les femelles, il y a une diminution de la biosynthèse de rénine, de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et une activation préférentielle des récepteurs AT2R au niveau des vaisseaux qui, eux, contribuent à une vasodilatation. Et donc finalement, tout le système est fait pour que chez les mammifères, les femelles aient une pression, enfin, en tout cas au niveau des vaisseaux, une vasodilatation ou être protégées de l'hypertension artérielle et probablement une préparation aux grossesses futures où les femelles et les femmes au cours de la grossesse ont une rétention hydrosodée accrue et donc empêchent finalement l'augmentation de la pression artérielle qui pourrait être délétère, notamment au niveau de la vascularisation du placenta et pour le bébé.
Par contre, on ne connaissait rien du tout de ce qu'il y avait en aval de la biosynthèse d'aldostérone. Et élément important, les taux d'aldostérone en dehors de la grossesse ne diffèrent pas entre les hommes et les femmes et entre les femelles et les mâles. Et donc, on peut imaginer que les variations de pression artérielle sont peut-être plus dues à des variations de signalisation de la voie de signalisation minéralocorticoïde ou éventuellement glucocorticoïde. On y reviendra. Alors, dans la cellule rénale, donc la cellule du tube contourné distal et le canal collecteur, où l'action de l'aldostérone est la mieux connue, le récepteur, en l'absence de son ligand, est intracytoplasmique. Une fois que l'aldostérone se lie au récepteur, le complexe est transféré dans le noyau, se dimérise, se lie à des éléments spécifiques sur l'ADN, recrute la machinerie transcriptionnelle et induit la synthèse de gènes cibles, notamment la sous-unité alpha du canal épithélial à sodium, la protéine SGK1 et GILS, qui contribuent au maintien de l'expression d'alpha-ENaC, donc un canal qui permet de la réabsorption du sodium au niveau de la membrane apicale, contribuant en fait à la réabsorption sodée à travers cette cellule. Et ça se fait de manière concomitante avec la réabsorption hydrique via le système de l'arginine, vasopressine et de l'aquaporine 2, qui est également sous le contrôle de l'aldostérone et de son récepteur, finalement concourant à une réabsorption d'eau et de sel dans le même sens en même temps. Alors, au niveau de cette cellule, il y a également une expression du récepteur au glucocorticoïde qui est très importante puisqu'il partage le mode d'action du récepteur au minéralocorticoïde, des éléments de réponse sur l'ADN et peut induire des gènes cibles communs, notamment le gène GILS. Et vous verrez que ce gène-là est probablement un des acteurs le plus importants sur la pression artérielle. Le cortisol peut se lier aussi bien au récepteur minéralo qu'au récepteur gluco et a exactement la même affinité que l'aldostérone pour le récepteur minéralo. C'est pour ça que dans ces cellules-là, il y a l'expression de l'enzyme 11β-HSD2 qui dégrade le cortisol, qui est en fait en concentration 1000 fois supérieure à l'aldostérone dans le sang circulant, en un composé inactif, la cortisone, qui ne peut plus se lier ni au MR ni au GR. Et donc protège finalement l'activation de la voie glucocorticoïde au bénéfice de la voie minéralocorticoïde de l'aldostérone sur son récepteur. Donc on a décidé d'étudier à peu près l'ensemble de ces acteurs et de le faire chez la souris parce que c'est plus facile que chez l'homme et puis parce que je vous ai montré que ça semblait être un bon modèle d'étude, en tout cas pour les variations et le dimorphisme sexuel, puisqu'on observait la même chose chez l'homme et chez la souris. Alors, dans un premier temps, on a essayé de confirmer qu'on avait bien un dimorphisme sexuel dans la souche de souris qu'on allait utiliser. Et donc, ça a été le cas. On a montré qu'on avait une diminution significative de la pression artérielle chez les femelles sauvages. Et ça s'accompagnait également d'une diminution de la fréquence cardiaque. Et ça, on l'a confirmé également chez une autre souche de souris pour montrer que ce n'était pas souche dépendante, mais que c'était vrai chez toutes les souris. Et potentiellement chez les mammifères. Donc ensuite, on s'est intéressé donc aux reins. Donc là, on est chez des souris adultes de 6 mois, donc c'est des jeunes adultes. Et donc, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y avait effectivement une expression différentielle en fonction du sexe de récepteurs minéralocorticoïdes, alors qu'elle n'est pas forcément dans le sens qu'on aurait imaginé au départ, puisque le récepteur minéralo était plutôt significativement augmenté chez les femelles comparativement aux mâles. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on n'avait pas du tout de dimorphisme sexuel pour le récepteur au gluco. Donc déjà, on note une balance minéralo-gluco qui diffère en fonction du sexe. Et quand on a regardé les gènes cibles, eh bien, les gènes cibles du MR allaient dans le même sens que, il y avait un dimorphisme sexuel, allaient dans le même sens que la voie minéralocorticoïde. Et le GILS, qui était un autre gène cible du MR, mais également du GR, était plutôt, lui, réprimé chez les femelles. Donc, une augmentation de certains gènes et une diminution d'autres gènes, et ça, de manière dépendante du sexe. Donc à ce moment-là, on s'est demandé est-ce que c'est spécifique au rein? Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce récepteur, il est ubiquitaire et qu'il s'exprime, ses voies de signalisation, dans d'autres tissus. Et donc, excusez-moi pour les fautes. Donc, soit des tissus épithéliaux, où il y a l'expression de l'enzyme 11β-HSD2, et donc l'aldostérone est le ligand principal du MR et les glucos du GR, mais qui ont probablement une action plus modérée puisqu'il y a l'expression de la 11β-HSD2, et des tissus non épithéliaux, où le MR et le GR, là c'est bien caractérisé, ont des effets opposés et répondent au même ligand qui sont les glucocorticoïdes, puisqu'il n'y a pas d'expression de l'enzyme 11β-HSD2. Donc nous, on s'est concentré sur les tissus épithéliaux, on a décidé d'en choisir un autre que le rein, et donc on a pris le poumon, qui a aussi une action où la voie minéralocorticoïde a aussi une action de réabsorption du sodium et d'excrétion du potassium. Et donc on a voulu voir s'il y avait une expression différente en fonction du sexe et si elle allait dans le même sens que le rein.
Et là, aux surprises, on a vu effectivement qu'il y avait un dimorphisme sexuel, hein, mais que ça allait dans des sens opposés finalement entre le poumon et le rein, puisque donc, dans le rein, on avait une augmentation significative de la voie minéralocorticoïde chez les femelles et une diminution de la voie, on peut dire en tout cas des gènes